Bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Paul Pasterman. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes secrétaire régional, donc secrétaire bruxellois de la CEC, le syndicat CEC. Et aujourd'hui, c'est un jour de grève. Mais c'est un jour de grève pour le climat et de marche pour le climat. Alors, je voulais savoir s'il y a une convergence des luttes. Est-ce qu'à la CEC, est-ce qu'on pense aussi climat ? Oui, tout à fait. Donc, c'est un sujet qui préoccupe bien entendu beaucoup. Les syndicats, qu'est-ce que ça implique en matière de transition économique, etc. Bien entendu, les syndicalistes sont des citoyens aussi, et donc bien entendu que ça nous préoccupe toutes ces questions-là. La chose que je me permettrai peut-être d'ajouter, c'est que dans ce genre de débat, nous serons peut-être un petit peu moins consensuels que d'aucuns. Enfin, je veux dire. C'est-à-dire ? Eh bien, je veux dire que dans tous les problèmes de transition climatique, écologique, tout ce que vous voulez, la problématique qui ne va pas tarder à se poser, c'est de dire qu'est-ce qu'on va faire concrètement, qui va payer, qui sera victime de tous ces changements, etc. Et donc c'est dans ce cadre-là que comme syndicat, nous pourrions nous profiler aux côtés de ceux que nous représentons. Je veux dire, si on dit, voilà, il y a trop de voitures et que du coup, il n'y a plus que les riches, par exemple, qui peuvent se déplacer de façon autonome, quelque part, nous ne serons pas d'accord. Donc l'idée, c'est de défendre les affiliés, par exemple les ouvriers, les employés qui sont affiliés à la CEC, et faire en sorte que tout ne tombe pas sur la tête de l'employé. Que les charges de ce qui nous attend soient réparties de façon équitable. Voilà. Mais est-ce que vous poussez vos affiliés à manifester ? Officiellement. Oui, alors dans la façon d'agir des syndicats, il y a toute une série de gradations. Ici, nous n'avons pas appelé à la grève, invité les gens à manifester, puis que nous leur payons des indemnités de grève, etc. Mais nous leur avons dit, voilà, c'est une démarche, les actions qui sont en cours sont des démarches que nous soutenons comme syndicat. Et donc, allez-y, participez, voilà. Tant que vous parlez de voitures, vous avez parlé de ça, on va parler de ce que va faire le gouvernement régional bruxellois, c'est votre interlocuteur. Oui, tout à fait. Et on parle beaucoup de taxes kilométriques. À peine ce gouvernement s'est installé, la ministre de la Mobilité, Elke van den Brandt, en a parlé. Là, maintenant, aujourd'hui, elle écrit une lettre aux Bruxellois et aux nafteurs aussi, pour essayer d'expliquer sa politique. Qu'est-ce que vous pensez de cette taxe kilométrique ? Quand on lit la déclaration gouvernementale, cette histoire de taxe kilométrique fait partie de tout un ensemble. Alors j'ai commencé par dire que nous sommes d'accord avec cet ensemble, c'est qu'il faut désengorger Bruxelles, il faut éliminer ces embouteillages. Il y a trop d'embouteillages. Oui, qui sont mauvais pour tout le monde, qui sont mauvais pour l'économie, qui sont mauvais pour la santé. Donc ça c'est l'objectif. Pour réaliser ça, il y a toute une série de mesures dont toutes ne dépendent pas du gouvernement bruxellois. Il y a des questions de mobilité de et vers la banlieue, de et vers les autres régions, etc. Donc il y a des dialogues qu'on espère plus fructueux que dans le passé, qui doivent s'instaurer avec la SNCB, avec Delaine, avec les TEC, etc. Alors, dans cet ensemble, effectivement, effectivement, ça vaut la peine de se poser la question, comment est-ce qu'on va taxer les voitures ? Et donc, moi, ce que j'ai retenu de la déclaration gouvernementale, c'est que la taxe de mise en circulation pourrait être beaucoup plus modulée que maintenant en fonction des caractéristiques du véhicule et aussi en fonction de l'utilisation que l'on en fait. Voilà, donc ça reste relativement vague et général dans la déclaration gouvernementale. Moi, la seule chose que je voudrais dire à ce stade concerne plutôt la méthode. On a entendu dans le passé, donc je ne dis pas que c'est le cas des déclarations de Mme van den Brandt, mais on a entendu dans le passé certains hommes politiques bruxellois faire des déclarations qui laissaient entendre qu'en fait tous les problèmes venaient des nafteurs, avec comme quelque part le message subliminal qu'en fait ils ne sont pas vraiment bienvenus à Bruxelles, qui nous emmerdent un petit peu, etc. Et donc de même qu'à la limite, une espèce de message aux entreprises, mais au fond, quittez Bruxelles, donc on n'a rien à faire de vous, donc vous provoquez des embouteillages. Disons que ce n'est peut-être pas, en termes de message, ce n'est peut-être pas tout à fait... il faut peut-être trouver plus de convergence, comment les intérêts des habitants peuvent bien se combiner avec l'intérêt des gens qui viennent travailler à Bruxelles. Nous pensons qu'il y a moyen de le faire. Alors, vous suivez particulièrement les politiques sociales
et les matières sociales. Alors, est-ce qu'elles sont plus cohérentes désormais au sein de la région bruxelloise qu'avant? Est-ce qu'avec ce nouveau gouvernement, il y aura un interlocuteur aux problèmes sociaux? Alors moi, je voudrais quand même dire que nous étions très intéressés de voir si des dynamiques qui s'étaient mises en place lors de l'ancien gouvernement allaient se poursuivre. Parce que effectivement, lesquelles, par exemple? Eh bien, donc l'ancien gouvernement, sous l'ancienne législature, donc le gouvernement avait introduit donc une méthode en fait de concertation sociale qu'on a appelée les priorités partagées, hein, donc qui signifiait que les interlocuteurs sociaux s'engageaient aux côtés du gouvernement sur certains objectifs, et en échange, les mesures étaient quand même étroitement concertées. De notre point de vue, dans les matières qui nous intéressent le plus, donc l'emploi, le social, cette méthode a en fait donné des bons résultats. Et, donc il faut que ça continue. Alors voilà, donc c'était notre préoccupation, c'est que ça continue. Alors moi, ce que j'ai à dire de la déclaration gouvernementale sur les aspects que je viens de citer, donc l'emploi, les affaires sociales, la santé, enfin bon, les allocations familiales, enfin toutes ces questions-là. Mais en fait, nous, sur le fond comme sur la forme, en fait, nous aimons bien ce qui se trouve dans ces déclarations gouvernementales. Donc, nous pensons que les diagnostics sont bons, que les orientations qui sont proposées sont bonnes, et donc, en même temps, on ne s'enferme pas dans des trucs trop précis non plus. Il y aura beaucoup de travail pour concrétiser tout ça, et on annonce de le faire dans un esprit, comme est-ce qu'ils disent, de concertation sociale solide. Ce qui est, je dois dire, un petit peu ce que nous attendions. Voilà. Donc vous êtes positif alors que le CDH et le CDNV ne sont plus dans ce gouvernement. C'est merveilleux. Il y a au moins, j'essaie de ne pas me tromper, je n'ai jamais été très fort en chronologie, mais au moins depuis les années 80, il y a quand même très longtemps que le mouvement ouvrier chrétien n'a plus de lien unique, en tout cas, avec le CDH. Donc moi, comme citoyen, j'ai des commentaires à faire sur la situation du CDH, mais comme CSC, je n'en ai pas. Alors, parlons un peu de l'aspect emploi, effectivement. On a parlé de territoire zéro chômeur. Oui. Est-ce que c'est une idée qui vient de France, en fait? Oui. Et à quelles conditions ça peut fonctionner? Ça se dit que tout le monde pourrait se dire qu'il peut avoir un emploi à un moment donné. Donc, dans la déclaration gouvernementale, les territoires zéro chômeur sont présentés comme un projet pilote. Hein, donc, ça, on va voir ce que ça va donner. Donc, en ce qui concerne le projet français, il y a quelque chose, je trouve, qui est très intéressant dans ce que j'appellerais les slogans fondateurs de cette idée, qui est de dire ce n'est pas le travail qui manque, ce n'est pas l'argent qui manque, et personne n'est inemployable. Ça, ce sont des choses qu'il faut, à mon avis, marteler, parce que c'est vrai. Donc maintenant, si on regarde le projet concret des territoires zéro chômeur en France, ce sont des projets qui sont très largement basés sur l'économie sociale et qui concernent surtout des zones rurales un petit peu en déshérence ou des anciennes friches. C'est pas tellement le cas de Bruxelles. Oui, c'est pas tout à fait le cas de Bruxelles. Mais ceci dit, donc si territoire zéro chômeur, ça veut dire qu'on applique à Bruxelles donc cette philosophie en 3 points. Ben là, nous serions tout à fait enthousiastes en fait. Maintenant, si ça concerne uniquement le développement de l'économie sociale, à un certain moment, on sera amené à dire bon, à Bruxelles, il y a peut-être aussi d'autres choses à faire et d'autres leviers à activer. Mais en termes de philosophie, donc c'est vraiment positif. Alors, est-ce qu'on peut lier ça avec l'engagement que Actiris doit prendre aussi à trouver une solution pour chaque chômeur? Voilà, donc c'est un petit peu la même chose. Donc jusqu'à présent, donc les engagements d'Actiris sont d'offrir une telle solution en fait aux nouveaux chômeurs avec un focus particulier sur les jeunes. Ça c'est le contrat actuel donc d'Actiris. Donc si on lit la déclaration gouvernementale, on étendrait ça à l'ensemble donc des chômeurs bruxellois. Nous, sur les principes, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Évidemment, nous sommes d'accord. Donc toutefois, dans la concrétisation de cette idée, nous sommes quand même attentifs à une chose, c'est que si on promet des solutions aux gens, il faut que ce soit des vraies solutions. Hein, parce que donc le fait d'aider les gens est étroitement lié en fait à la responsabilisation qu'on impose donc aux gens, et nous serons très attentifs à ce que ça reste en équilibre. Donc je veux dire que les solutions qu'on propose ne soient pas en fait des prétextes. Voilà. Est-ce qu'il y a des nouveaux emplois, des gisements d'emplois dans l'économie circulaire, dans l'économie de plateforme? Est-ce que ça vous semble une piste?
En ce qui concerne l'économie circulaire, certainement, hein, et donc d'autres. Il y a des tas d'activités qui peuvent être soutenues à Bruxelles, et certainement ce qu'on appelle l'économie circulaire, donc en fait le recyclage des déchets. Hein, bien entendu que c'est un secteur tout à fait intéressant. Donc il y en a d'autres. En ce qui concerne l'économie dite de plateforme, évidemment, donc les coursiers des livres. Oui, et les autres. Oui. Voilà, donc là c'est un secteur, comment dirais-je, qui est en besoin de régulation, si je puis dire. Mais il y a du boulot dans ce secteur. Il y a du travail là-dedans, il y a du travail. Donc, nous y travaillons activement pour essayer de voir ce que ça signifie, donc le développement de ce genre d'emploi qui se situe un petit peu comme ça à la frontière entre le travail indépendant et le travail salarié. Donc, quel type de protection il faut proposer à ces personnes. Est-ce qu'il faut un nouveau statut, par exemple? Alors, à la CC... Parce qu'ils ne se retrouvent ni dans indépendant strict, ni dans employé strict. Oui, en ce qui concerne la CC, nous ne réfléchissons pas tellement en termes de nouveaux statuts qui se trouveraient quelque part entre les deux. Nous réfléchissons plutôt quels sont les éléments de la protection des salariés qui doivent être appliquées à ces personnes-là. Hein, la sécurité sociale, telle qu'elle fonctionne actuellement, est liée à la figure juridique du contrat de travail, donc les gens qui travaillent sous les ordres de quelqu'un. Bien, est-ce qu'il ne faut pas élargir la sécurité sociale à certaines personnes qui travaillent dans des circonstances tout à fait comparables, mais pas tout à fait aux ordres des gens, mais sous la dépendance économique. Donc et ainsi de suite. Une piste. Voilà. Pardon ? Ça peut être une piste, ce genre de choses. Oui, tout à fait. Voilà. Merci Paul Passerman. Dans les experts demain, je recevrai Jean-Marc Nolel, coprésident d'Ecolo, et il sera face à David Pestiot, le vice-président du PTB. Je crois que ce sera intéressant à suivre. Alors d'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous.